Nos deux invités n'ont pas eu une enfance comme les autres, puisqu'ils ont grandi dans l'ombre d'un père en cavale. Mon père, c'était comme un dieu pour moi. On était assez fusionnels. Et après, il y avait des moments d'absence. C'est très difficile de vivre ça au quotidien, surtout quand on est enfant. Enfant, Sofiane est élevée par ses grands-parents et doit se contenter de trop rares instants avec son papa. Quand j'étais chez mes grands-parents, je recevais des lettres de mon père et on me disait qu'il était à l'étranger, sauf que manque de peau, il y avait marqué Fleury-Mérogis. J'ai compris qu'en fait, non, il disait des conneries. En grandissant, Sofiane commence à comprendre que son père lui cache un lourd secret. Il découvrira la vérité au travers d'un livre. Quand vous lisez le livre, vous apprenez qu'en fait, des personnes sur Paris voulaient le tuer, tout simplement. Antoine a 6 ans lorsque son père est arrêté et incarcéré. Commence alors entre eux une relation entre lettres et parloir. On a écrit plus ou moins 150 lettres. C'était quand même assez triste de voir son père devant une vitre, même pas le prendre dans mes bras. Le père d'Antoine restera derrière les barreaux pendant 5 ans. Le jeune homme se souvient du jour où il a pu de nouveau serrer son papa dans ses bras. Je peux le voir, je vis enfin ce que je voulais avoir quand j'étais petit. C'était que mon père soit présent pour moi. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Je suis très heureux de vous retrouver. Mes invités aujourd'hui sont encore jeunes, mais ils ont déjà vécu beaucoup d'événements hors du commun. Et pour cause, ils ont un père célèbre, mais pas n'importe quelle célébrité. Un père qui a bien souvent défrayé la chronique pour des actes hors la loi. Alors comment se construit-on quand son propre père est fiché au grand banditisme? Peut-on être un enfant comme les autres quand on passe ses dimanches au parloir ou que l'on déménage tous les 3 mois pour suivre un père en cavale? Quel adulte devient-on après avoir grandi dans l'ombre d'un père voyou? Et enfin, après une enfance comme celle-là, est-ce qu'on est tenté ou pas de suivre les pas de son père? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Sofiane, est-ce qu'on peut déjà dire, avant de savoir qui vous êtes, parce qu'on va parler de vous aujourd'hui, mais qui était votre père? Mohamed Redi, Il était connu comment des services de police? il était fiché dans les diplômes bandits de France. Tout ce qui était raquettes, de bars, de prostituées. Il avait des surnoms? Ouais, Momo le poète ou Momo le boxeur. T'es 5 fois champion du monde de kickboxing. Alors, on va essayer de comprendre effectivement comment vous grandissez, qu'est-ce que vous savez. Et puis, il y a un avant et un après, forcément. Et vous vous rappelez notamment d'un jour où il fait une confidence. Vous êtes à Rome et vous avez 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, il me dit clairement qu'il avait un contrat sur la tête. Voilà. Donc, vous avez 10 ans et il vous dit « Je pense qu'on veut me tuer ». Voilà. Donc il a versé une larme et c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Et il me dit droit dans les yeux, à Paris on ne pouvait pas rester parce que c'était chaud pour moi. Alors, on verra comment l'enfant de 10 ans a ressenti cette confidence, comment vous avez réagi et quelle était la suite de l'histoire. Antoine, votre papa? Mon père, c'est François Troukens. Il était connu en fait dans le grand banditisme. C'était un braqueur. Il a braqué des fourgons. Et vous, vous avez appris ça à l'âge de 6 ans en regardant la télévision? Ouais. Quand j'étais petit, je regardais en fait la télé avec mes grands-parents. Et le journal commence et là je vois l'affiche de mon père. François Troukens a été arrêté par la police. Donc c'était quand même assez dur pour moi. Bah, vous nous raconterez effectivement ce qui se passe dans votre tête, ce que vous ressentez à ce moment-là et ce qui va suivre dans votre existence. Je n'ai pas présenté Pascal qui est psychologue. Alors encore une fois, ce n'est pas votre psychologue, vous n'êtes pas ses patients, mais c'est intéressant qu'elle nous raconte au fond ce qui se joue. Parce que là, les deux images, je sais qu'elle a déjà plein de choses à dire, les deux images que vous venez de donner, ce sont des charges émotionnelles très fortes. Et donc c'est forcément des choses qui laissent des traces. Sofiane, si on fait un flashback dans votre enfance, au départ, finalement, vous êtes élevé par qui? Bah au départ mon père a entre guillemets la garde. Voilà. Mais c'est plus mes grands-parents qui m'ont éduqué. Donc votre papa... Fait la navette en fait. Entre tous ces rendez-vous, parce qu'il appelait ça comme ça, des rendez-vous. Et si on se met du point de vue de l'enfant que vous êtes, encore une fois, c'est important de le vivre comme vous l'avez vécu. Du coup, comment ça se passe? Vous attendez à la sortie des classes? Ouais, il m'a oublié plusieurs fois. Mais c'était très rare qu'il venait me chercher à l'école. Et vous êtes quel genre d'enfant dans la cour de récréation ou en classe? Un enfant réservé, solitaire. C'est très difficile de vivre ça au quotidien.
surtout quand on est enfant. Alors ça, c'est quoi à ce moment-là? Parce que à ce moment-là, vous ne savez pas quelle est son activité. C'est quoi, c'est Non, l'absence? c'est l'absence, c'est quand vous rentrez en classe et que pour la rentrée des classes, on vous demande quels sont les métiers de vos parents. Bah, vous savez pas quoi dire par rapport à votre mère. À ce moment-là, toujours dans la petite enfance, il vous a Voilà. dit d'écrire quoi? Rien. Je mettais que c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Voilà. Donc c'était assez perturbant. Les moqueries des enfants, entre guillemets. C'est-à-dire? Bah, elle est où ta mère? Ou ton père, il est où? T'es un enfant abandonné. Des petites moqueries comme ça, c'est difficile à encaisser quand on est jeune. Qu'est-ce qui était le plus dur? D'avoir un équilibre. En étant jeune, d'avoir une mère qui vous donne des coups de main pour les cours ou le père. Qu'on vous fasse à manger. Que, entre guillemets, tout ça, je l'ai appris tout seul. Ça provoque quoi d'ailleurs comme sensation? On a un peu le sentiment d'être rejeté par sa famille. Quand à 5-6 ans, vous êtes en internat, Donc vous partez en internat parce que votre grand-mère tombe malade. parce qu'elle pouvait plus s'occuper de moi, clairement. Voilà, elle pouvait plus me suivre par rapport à mes activités, que ce soit le sport ou autre. Donc elle pouvait que rester à la maison. Et mon grand-père travaillait, donc mon père avait pris la décision de m'envoyer en internat. Donc vous êtes très jeune, 6 ans à l'internat. Ouais, le plus jeune. Le plus jeune, clairement. Pour se faire respecter, c'est compliqué. Très compliqué. J'ai eu la chance d'être vite inscrit à la boxe quand j'étais né. Donc ça m'a permis de savoir me défendre, entre guillemets, mais c'était très difficile de se faire respecter et surtout de se faire entendre. Et quand vous êtes en pension, vous le vivez comment? Comme une forme d'abandon? Ouais. C'est le sentiment du rejet de ses parents, entre guillemets. Vous avez votre père qui est là, qui est censé s'occuper de vous. Et malheureusement, il n'est pas là tous les week-ends, toute la semaine. Pendant toute cette période que vous décrivez très bien, il y a des moments de partage avec votre père. Ils sont très rares, mais il y en a. Et justement, quand il y en a, ils sont assez forts. Donc, il y a Partagez quoi? La boxe, par exemple? la boxe, le foot, des activités à deux. Quand je le voyais vraiment... C'était vraiment une... On se renfermait sur nous-mêmes. C'était vraiment un partage entre nous deux, on était assez fusionnels. Et après, il y avait des moments d'absence. Donc en fait, il y avait un coup, il est là, et justement, il est trop là. Et un coup, bah, il est pas là du tout. C'était tout Il ou n'y avait, rien. il y avait pas de juste milieu. Et ça suivait quelle logique dans votre tête d'enfant? Bah, j'en avais pas. À cet âge-là, c'est difficile aussi de comprendre le pourquoi du comment. Mais on l'accepte malheureusement. Puis ça fait, entre guillemets, une sorte d'éducation. Mhm. Alors on verra effectivement quel genre de valeur il essaie de vous transmettre. Pascal, vous avez un premier commentaire sur cette histoire? Ouais, c'est vrai que c'est une grande souffrance là, dès la plus tendre enfance. Il fallait qu'il ait bien des ressources, même lui, en lui-même, personnelles, pour surmonter tout ça. Il y a eu un peu d'étayage, les grands-parents, des figures qui sont là, mais je suppose que quand il voyait son père, c'est comme s'il y avait Dieu qui arrivait tout d'un coup et puis qui redisparaissait. Mais comme disait Sofiane, ça fait une sorte d'éducation. Ça veut dire que on fait avec ce qu'on a. Il y a quand même quelque chose autour. Et même le vide, on apprend quelque chose même de l'absence, en fin de compte. Donc dans ce sens-là, il arrive à construire des notions quand même à partir de l'absence ou du manque, vous voyez. Et le sport, du coup, va avoir une importance, parce que vous savez que c'est un sport que lui a pratiqué? Bah, c'est surtout que j'ai envie de lui plaire. J'essaye de marcher dans ses traces par rapport au sport en me disant que si je fais ce qu'il a fait et ce qu'il a su faire, il va y avoir une forme d'acceptation, une forme de partage et surtout que bah, il va m'aimer automatiquement. Mhm. Voilà. Antoine, il y a des choses qui résonnent dans ce que vous venez d'entendre? Oui, comme le sport ou les moments durs de voir son père. Quand vous êtes né, vous, Antoine, évidemment, vous ne le savez pas à ce moment-là, dans la toute petite enfance, mais votre père est en cavale. Hein, il a fait des attaques de fourgon C'est ça. à main armée. Et donc, vous grandissez où, en fait, les premières années? Donc je grandis avec ma mère. Et je rejoignais mon père tous les 3 mois. On le rejoignait, on descendait en France, dans le sud de la France, pour le rejoindre dans le Luberon, où là on avait une maison. On en avait plusieurs, comme des maisons près de la mer. C'était quand même assez
exceptionnel. Donc là, à ce moment-là, dans votre tête à vous, vous êtes petit, vous rejoignez votre père, la famille est réunie, ça ressemble à des vacances. Est-ce qu'il y a des indices qui vont, évidemment en grandissant, vous laisser penser qu'en fait, c'était pas tout à fait des vacances et que tout votre père était caché, était en cavale, était recherché? Non, j'avais vraiment pas de doute. J'étais vraiment petit, donc je vivais ma vie avec lui, je le voyais. On partageait des choses ensemble. Quand vous êtes petit, il vous parle d'un dragon. Ouais. Mon père, en fait, il invente cette histoire pour pouvoir se cacher. Quand on était dans Luberon, il y avait beaucoup de grottes. Donc, le dragon est caché avec lui. Et si je dis où il est caché, on va retrouver où est mon père et où est caché le dragon. Donc, je dois pas dire où est situé le dragon aux autres, aux policiers, à mes amis. Lui, il vous raconte ça. C'est-à-dire qu'au fond, il vous apprend à tenir votre langue. On va voir que ça va vous suivre. Puis c'est bien l'histoire du dragon, parce qu'il trouve le moyen de vous protéger, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, mais sans vous l'expliquer. Puis il choisit pas un animal vulnérable, il choisit un animal fort. D'abord parce que lui s'identifie à cet animal fort, il sent que vous allez un peu, lui, l'identifier au dragon. S'il faut protéger les deux en même temps, c'est qu'ils vont de pair. Donc lui, il ne choisit pas quelque chose de faible, il vous renvoie une image forte de lui en même temps. Et puis aussi, le dragon, c'est mythique, vous voyez, c'est comme un mythe. Donc c'est... Ça, rien que ça justifie le fait qu'il faille le protéger, bien qu'il soit fort. Donc, au fond, cette histoire, elle est bien construite. Hein. Elle est accessible à un petit garçon, même si elle lui complique la vie, parce qu'après, voilà. Mais c'est une solution comme une autre. Hein. Sinon, c'était tout cacher, rien dire. Et justement, il y a des fois, on vous demande de vous cacher dans le coffre. On m'explique qu'il faut se cacher. Je prenais ça comme un jeu. C'était assez marrant. Pour rejoindre mon père, on devait au moins faire 5 changements de voiture. Et puis après, on prenait le train pour le rejoindre, pour descendre dans le sud de la France. Donc ça, c'est parce que dans le monde des adultes, effectivement, il était recherché. Ouais. Et dans votre monde d'enfant, le fait de changer 5 fois de voiture, ça voulait dire quoi? C'était pourquoi? Un jeu pour moi. Je me cachais peut-être des méchants. J'étais quand même assez jeune, donc j'ai un peu oublié... C'est ça, vous aviez moins de 6 ans, on le rappelle. Ouais. Hein. Donc votre insouciance est préservée. Et d'ailleurs, ce sont vos mots d'aujourd'hui, parce que vous êtes un jeune adulte, vous avez 18 ans, le fait qu'en fait, la police mettait des traceurs, c'est ça, sur les vêtements? Ouais. Quand j'étais en maternelle, ma mère m'a raconté qu'on m'avait mis des traceurs sur mes vêtements. Ou alors on avait des traceurs sur la voiture. Donc c'était pas facile pour rejoindre mon père. Parce qu'effectivement, la police pensait qu'elle allait retrouver votre père, effectivement, en supposant que sa famille allait le voir. En fait. Et vous vous rendez compte que vous avez une vie spéciale? Sofiane disait qu'il avait la sensation que c'était spécial par rapport aux autres. Pas du tout. Ma mère me disait on va aller voir mon père, donc... Et quand il n'était pas avec vous, vous ne demandiez pas pourquoi il n'est pas avec nous? Si, je posais plein de questions, pourquoi il n'était pas là, ça c'est sûr. Mais Et elle vous répondait quoi à ce moment-là? Avant l'âge de 6 ans? elle me disait t'inquiète pas, on va le voir bientôt, on va le rejoindre. Donc vous avez la sensation de l'absence? Ouais. Et donc quand vous avez 6 ans, vous voyez votre père à la télévision. On apprend qu'il est arrêté. Ouais, je suis chez mes grands-parents et quelqu'un nous dit que mon père passe à la télé parce qu'il s'est fait arrêter par la police. Donc moi, je commence à comprendre les choses. C'était quand même assez triste de voir son père qui allait aller en prison. Et donc, À 6 ans, vous comprenez ce que ça veut dire la prison? Il y a des adultes autour de vous qui vous l'expliquent? je pense que j'avais pas très bien compris, mais c'est vraiment en voyant les choses quand je suis arrivé en prison que j'allais avoir un manque, que j'allais plus voir mon père avec les visites. C'était quand même assez dur. Alors on va parler de la prison tout à l'heure. Sofiane, vous avez vous aussi eu la sensation à un moment donné d'être en cavale avec lui, de vous cacher. C'est un peu plus tard, ça c'est vers quel âge? C'est au moment où on a quitté Paris, concrètement. Donc là vous quittez Paris pour aller en Tunisie. Ouais, dans un premier temps. Là, à ce moment-là vous êtes enfant, vous avez quoi, 8-9 ans. Ouais, vous mais- passez de quelqu'un qui était absent, à là vous allez être avec lui. Vous comprenez pourquoi? J'ai pas eu cette chance qu'il a pu avoir avec son père. Entre guillemets, il a eu sa mère. Il a vite compris tôt les raisons de l'absence de son père. Moi, j'ai ni eu la raison de l'absence de ma mère, ni pourquoi. Du jour au lendemain, je passe de l'internat de mes grands-parents à mon père, qui me disait qu'il allait tourner un film. Vous le croyez à ce moment-là? Moi, je le crois, oui.
Moi, j'étais heureux d'être avec lui. Concrètement, c'était tout ce que j'avais toujours voulu. C'était comme un dieu pour moi, parce que c'était quelqu'un de fort, costaud, déjà par son gabarit et surtout par rapport à toutes ses prouesses sportives. Donc ça crée de l'admiration. Ça crée énormément d'admiration. On a envie de ressembler à son père. Voilà. Et je me retourne vers Pascal. Donc là, Ouais. le papa va parler d'un dragon. Et là, on va tourner un film. Et Oui. donc, en fait, dans les deux cas, c'est quoi? C'est un mensonge pour protéger. D'abord, bon, le jeu, ça peut être utilisé presque comme un instrument pour protéger effectivement l'enfant et ne pas le faire souffrir. Mais ça introduit une autre angoisse parce que l'enfant comprend quand même que ce sont des histoires. Et s'il y a des histoires, en dessous, il y a une vérité. Et la vérité, elle n'est pas dite. Et il sent inconsciemment qu'il y a du non-dit. Et ça génère de l'angoisse. Donc, c'est un peu à double tranchant, l'histoire. Vous voyez, ça dépend comment c'est manié. Par contre, en ce qui concerne Antoine, c'est vrai que ça a dû être très difficile brusquement d'apprendre par la télévision quelque chose. Là, il y a l'image du père qui doit à un moment donné s'écrouler sur le moment, être remise complètement en question. C'est un remaniement brusque et brutal, c'est très très violent. Et ça, c'est le moment sûrement très très difficile dans l'histoire d'Antoine qui après a fait boule de neige, dû entraîner des tas d'autres choses. Sofiane, donc, vous restez combien de temps en Tunisie? C'est l'histoire de 5-6 mois. Et vous avez quel souvenir de cette période? Bah, c'était assez compliqué. Je passe d'un environnement français, parisien, à un environnement complètement étranger. Même si ça parle entre guillemets français, c'était différentes cultures. J'étais pas préparé du tout à ça. Changement radical, et puis là, un nouveau changement, donc quelques mois plus tard, où là, vous allez en Italie, et il vous donne des raisons, votre père? Pas spécialement. Au moment où on arrive en Italie, non, c'était toujours la même raison, le film. Il avait la chance de connaître Tarek Benamar, qui était producteur de films. Et vu que M. Benamar a aussi des studios en Italie, ça a été encore le même procédé. Donc il avait assez d'éléments pour vous faire croire à cette histoire. Voilà. Sauf que en Italie, ça a été encore une autre culture. Une autre langue. Ça parlait pas français du tout. Donc mon père n'a jamais été très langue, très école. Il parlait pas un mot d'anglais. Donc c'est à ce moment-là que j'ai un peu pris le cocon familial en main. Moi, mon initiative, c'était de faire les courses, quand il fallait parler en italien, je le faisais pour lui faciliter la vie. Voilà, tout simplement. Quand il y avait un contrôle de police, c'est moi qui parlais. De quelle J'ai manière? même dû draguer pour mon père, en italien. Et là, il vous dit... Ouais, celle-là, elle me plaît. Est-ce que tu peux lui donner ma carte de visite et lui glisser un mot pour moi? Vous vous rappelez ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? On prenait ça comme un jeu, en fait. Que ce soit pour Antoine ou pour moi, nos parents, ils nous menaient une petite carotte en disant que c'était un jeu, que voilà, ça nous permettait à nous de faire plaisir déjà à nos parents, qu'on voyait peut-être pas souvent, et surtout de partager quelque chose avec eux. Alors, vous vous rappelez de cette scène que vous allez raconter tout à l'heure, où il vous dit, voilà, je pense qu'on veut me tuer. Donc, je ne vous ai pas demandé comment vous réagissez quand vous entendez ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mais en fait, vu que j'étais vraiment attiré par le sport et que je me préparais pour espérer faire une carrière dans le football, je m'entraînais, je faisais des pompes, des abdos. Et je vois qu'il est devant la télé, il est pas bien du tout. Et je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Et d'un seul coup, il a commencé à verser une larme. Et j'avais jamais vu mon père pleurer. Et il m'explique que voilà, il avait entre guillemets des personnes sur Paris qui voulaient le tuer tout simplement. Et à ce moment-là, bah, c'est moi qui l'ai réconforté. Vous le prenez dans vos bras? Ouais. Je le prends dans mes bras et je lui dis bah voilà, on n'est plus sur Paris. Je lui fais comprendre que là, on est dans un endroit différent, qu'on peut faire les choses différemment et qu'il arrête ses conneries entre guillemets. À ce moment-là, vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez des conneries? Bah non, pas du tout. Mais c'est pas. Enfin, je vais pas me lever un matin et avoir envie de tuer mon voisin sans qu'il m'ait rien fait. Donc vous supposez que si on veut le tuer, c'est qu'il a fait quelque chose de pas bien? Voilà qu'il a. C'est qu'en fait, à partir de cette confidence, vous refabriquez un autre scénario. Bah j'essaye de mettre pièce dans le puzzle. Ouais, c'est s'il était absent, s'il était tout le temps dehors la nuit. Enfin,
Même à un moment, quand j'étais chez mes grands-parents, je recevais des lettres de mon père et on me disait qu'il était à l'étranger, sauf que je recevais des lettres et manque de peau, il y avait marqué Fleury-Mérogis. Donc Ça, vous comprenez plus tard, à ce moment-là. ça, je vous le comprenez comprends pas. plus tard. Je savais pas moi ce que c'était Fleury-Mérogis. Je pensais que c'était une ville à l'étranger, très loin. Et après, j'ai compris qu'en fait, non, il faisait des conneries. En fait, ça a été un réflexe que même aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer pourquoi je l'ai réconforté. Ou... Vous pensez qu'il y a un avant et un après ce moment? À partir de là, ça a été différent par rapport à lui, comment il se confiait à moi et comment les choses se passaient. On déménageait très très souvent. J'ai jamais eu de vraie stabilité. On n'a jamais eu de chez nous. On faisait que louer des appartements. Donc vous devez à chaque fois être dans une nouvelle école? Dans une nouvelle école, se faire des nouvelles connaissances, essayer de vivre une vie normale, alors qu'elle n'était pas normale du tout. Pascal, cette scène, Oui. qui est très très puissante, parce que donc ce père qui est en plus costaud, qui est boxeur, Ouais. qui a des larmes aux yeux, donc pour cet enfant de 10 ans, il y a déjà une première information, mon père est triste, et 2, ce gamin de 10 ans qui réconforte. Bon, d'abord, Sofiane avait déjà construit un petit peu sa personnalité avant, mais surtout, avant, il y avait cette représentation de son père qui était idéalisée, comme si c'était Dieu. Puis tout d'un coup, Dieu pleure. Problème, parce que ça ne colle pas avec l'image qu'il avait de lui avant, mais en même temps, ça fait descendre le père du piédestal et ça le rend accessible. Et tout d'un coup, la relation père-fils devient une vraie relation. Donc ça devient plus un vrai père. Hein. Et ça, c'est peut-être agréable, au fond, pour le fils qu'il était à ce moment-là. Et il le réconforte parce que lui, il était déjà assez fort à l'intérieur de lui. Et puis, presque, je dirais pas que les rôles vont presque s'inverser, mais tout d'un coup, comment dire, le père qui était conçu comme très, très fort, Sofiane prend cette force, en fin de compte. Mon père, c'était pas du tout genre à faire le ménage, faire la vaisselle, ni faire à manger. Donc si je le faisais pas, qui allait le faire? Tout simplement. Antoine, vous avez quel regard sur ce qu'il est en train de raconter? C'est assez dur, assez difficile ce qu'il a vécu, quoi. Alors vous l'avez dit, quand vous avez 6 ans, vous découvrez à la télévision qu'il est arrêté. Vous allez donc découvrir le parloir, la prison. Là, vous êtes petit, on va voir quel genre de relation va se nouer. Et en plus, vous connaissez la prison d'abord en France, puis en Belgique. Et vous faites même, d'ailleurs, vous, aujourd'hui, dans votre souvenir, une différence. Déjà, le trajet pour aller en France. Vous habitiez en Belgique, donc il fallait venir. Ouais, le trajet, c'était vraiment long. C'était au Un moins long trajet pour finalement pas se voir longtemps, des fois. 15-30 minutes. Et puis après, je repartais en Belgique. Donc c'était vraiment dur. Et aussi, c'est devant une vitre. Donc on pouvait même pas se toucher. Même pas le prendre dans mes bras. Et vous vous rappelez des conversations que vous avez, vous qui avez 6-7 ans à ce moment-là? On parlait d'école. On parlait de sport, de mes points, de ce que je faisais avec mes grands-parents, ce que je faisais avec ma mère. Et vous allez entretenir une relation épistolaire, c'est-à-dire vous allez vous écrire des lettres? Ouais, on a écrit plus ou moins 150 lettres avec des dessins. On s'imaginait ce qu'on ferait plus tard. On voyait notre maison, les activités qu'on pourrait faire ensemble, les voyages, les choses comme en famille, ce qu'on fait en famille. Et alors, quand il va du coup être transféré en Belgique, là, vous allez plus souvent au parloir. Vous allez. Donc là, c'est plus le parloir, je pense. Et on arrive dans une salle où je peux le voir, aller sur ses genoux. Donc c'est vraiment différent. Où là, on a plus de choses à se raconter, plus de temps. En Belgique, ça durait au moins 1 heure. Et il y avait aussi les visites père-fils, où là, on pouvait jouer avec des jeux de société, profiter, passer du temps. C'était assez sympa. Et pendant ces périodes, donc vous le voyez 3 à 4 fois par semaine en sortant de l'école. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant de ça? Est-ce que vous en parlez à vos camarades? Non, mes amis l'ont su très tard, en fait. Pendant mes primaires, j'ai jamais rien dit. Je voulais pas qu'on le sache. Vous vous rappelez pourquoi? J'avais peur qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre, qu'on me rejette. Donc j'ai préféré garder ça pour moi. Votre père est en prison pendant 5 ans, c'est ça? Donc il va vous éduquer depuis la prison. Au fond, il va essayer de transmettre des valeurs, vous apprendre la différence entre le bien et le mal. Et de quelle manière? Il me dessine des cigarettes en me disant que c'est mal, il faut pas fumer. Ou alors il va regarder mes points, il m'apprend à calculer, à écrire. Donc mon père était assez présent pour Vos ça. points, c'est quoi? C'est les notes à l'école?
Oui, On dit comme ça en Belgique. c'est ça. Vous voyez déjà la différence. Sofiane a dû devenir un petit adulte très très vite, en fin de compte, arriver à mettre en œuvre des modalités adultes très très tôt, précocement, alors que Antoine était maintenu dans une position d'enfant avec l'histoire, cette fable avec le dragon, etc., mais aussi avec d'autres choses. Et Antoine avait sûrement beaucoup besoin d'affection. Et quand il y avait le parloir et qu'il y avait cette barrière, ce qui devait vous manquer, ça devait être vraiment le contact physique, de faire des câlins. Et il a pu avoir une enfance d'enfant, quoi. Et alors que probablement Sofiane s'était fait une barrière, un carcan, enfin, s'était endurci très, très, très tôt. Vous avez ce sentiment-là que finalement, vous avez dû devenir très autonome très très vite. Bah, par rapport à ce qu'avait vécu mon père à son enfance, il a essayé de retranscrire l'adolescence qu'il avait pu avoir. Et c'était pas nécessairement la meilleure non plus. C'est-à-dire? Il m'a emmené à mon anniversaire à mes 12 ans à Marseille et il m'a emmené aux prostituées, voilà. C'était mon cadeau d'anniversaire. C'était assez embarrassant, mais en quelque sorte, ça a été encore une fois une espèce de... Ça a été pris sur le ton de l'humour. Enfin, lui, ça le faisait rire. À un moment donné, j'ai eu surtout le sentiment que c'était pas trop mon père, c'était plus mon meilleur ami, Faut dire, maintenant, avec le recul, il n'avait pas la maturité pour m'avoir. Voilà. Alors, il a fait du mieux qu'il a pu, ça, c'est indéniable. Mais j'ai pas eu l'éducation d'un enfant, j'ai eu l'éducation d'un pote de galère, en fait. Ça a été mon père, pour moi. Il m'a vraiment inculqué énormément de choses. Et beaucoup de choses positives. Pensez à quoi? Quand on n'avait pas d'argent, il fallait faire le système D. C'est-à-dire, j'ai dû avoir de la tchatche pour, quand je faisais des courses, ne pas payer. C'était pas du vol, c'était, entre guillemets, de la débrouille. Il vous apprend à survivre. Voilà. On a toujours eu un très bon sens de l'orientation. On a toujours su s'extirper de situations très compliquées. Ça, il me l'a inculqué, en fait. Il me l'a inculqué et il m'a aussi... j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu de ma vie. Donc, en dehors de ça... Donc un peu comme dans Le Père d'Antoine, c'est-à-dire que d'un coup, il a envie de vous protéger. Il voulait absolument que j'ai mon bac. Et ça a été très, très compliqué de le vivre parce qu'il avait un caractère qui était pas... Il a été très, très dur. Il m'a jamais rien laissé passer. Et pourtant, j'ai toujours été un enfant et un adolescent droit dans mes bottes. Vous vous sentiez protégé par lui? Vous aviez la sensation? Je me sentais à tout ce qui était bagarre, tout ce qui était... ça, physiquement, il a toujours été là pour me protéger. Mais à un moment donné, j'attendais plus de lui, psychologiquement surtout. C'est-à-dire? Mentalement. Avoir une stabilité, c'est toujours ce que j'ai voulu avoir. Même aujourd'hui, c'est toujours ce que je veux. À un moment donné, partir à droite, à gauche, c'est bien quand j'étais jeune. Mais arriver à 14, 15, 16 ans, toujours être dans ce même... Il n'y a eu aucune évolution, en fait. Et ça, par rapport à ça, je lui en ai toujours voulu. Parce que moi, il m'a pas proposé clairement une vie de famille. Ça a été une vie de cavale. Une vie, on était des nomades, en fait. On rigolait, on se disait on est des gitans et tout, mais c'est sans porter de jugement ou quoi que ce soit, mais c'était ça. On passait de maison en maison, des fois même, on a pu dormir dans la voiture. Et alors un jour, vous voyez votre père à la télévision, et là, il fait la promotion d'un livre où il raconte son histoire. Ouais. Il va chez Ardisson, et je vois Maudridi, livre de la voyoucratie à la jet set. Donc j'écoute l'interview et j'apprends beaucoup de choses qu'il ne m'avait jamais dites. Qu'est-ce que vous apprenez dans l'interview? J'apprends qu'il a été adopté par son oncle. J'apprends qu'il a pris son adoption à 11 ans et que c'est à ce moment-là qu'il a fait un virage à 90 degrés. Et vous allez lire le livre, du coup? Et je vais lire le livre. Et je vais apprendre... Là, vous avez une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Et j'apprends sur moi, sur comment je suis arrivé au monde. Qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez qu'en fait, votre père a rencontré votre mère lors d'un racket de bar. Voilà, il allait souvent dans ce bar récupérer de l'argent. Après, mon père raquettait pas des personnes c'était toujours des personnes, entre guillemets, véreux. Donc, c'était des personnes qui le méritaient, on va dire. Quelques semaines plus tard,
elle revient vers lui en lui disant qu'elle est enceinte et que s'il veut avoir l'enfant, faut qu'il se marie et qu'il lui donne de l'argent. Quand j'ai lu ça, vous savez pas comment le prendre, surtout à cet âge-là. Vous vous posez énormément de questions et vous comprenez, entre guillemets, pourquoi vous avez cette absence du côté de la mère. À ce moment-là, par exemple, quand vous lisez ça, vous mettez en vouloir à l'un des deux? J'en voulais à ma mère. Puis après, plus j'ai commencé à vieillir et plus je me rendais compte que j'avais pas nécessairement... je devais plus aussi en vouloir à mon père. Parce que cette vie-là, c'est la vie qu'il avait choisie. Et le fait d'avoir rencontré ma mère comme ça, dans ces conditions-là, c'est lui qui l'a choisi. Et après la lecture du livre, du coup, vous avez quelle image de sa vie, de votre vie? Ça vous réconforte d'une certaine manière? Ça vous inquiète d'une autre manière? D'un côté, ça me réconforte en me disant que mon père est balèze. Mais d'un côté, je me suis aussi dit comment moi je vais avancer dans la vie. Heureusement que j'avais le sport dans ma vie, qui m'a inculqué une forme de discipline? Entre guillemets, le sport pour moi c'était ma mère et j'avais mon père à la maison. Il y avait des règles? Il y avait des règles, il y avait aussi de l'affection entre nous, parce que voilà, on partageait des choses au quotidien. Que j'étais dans un CREPS, donc ça veut dire que j'étais dans une forme d'internat, mais pour le sport, j'étais en sport-études. Après, je suis rentré en centre de formation. Donc, entre guillemets, on était une famille et ça comblait un peu le vide affectif que j'avais à mon âge. Et le fait d'avoir envie d'être footballeur, est-ce que là aussi c'est comme un salut? Est-ce que c'était une manière de dire « Waouh, je vais pouvoir nous sortir de là » Et c'était une rédemption pour mon père, en se disant, voilà, il a fait énormément de conneries, mais la seule vraie chose qu'il a réussi, entre guillemets, c'est son fils. Et il me disait, moi, quoi qu'il arrive, que tu puisses te débrouiller par toi-même, que tu puisses avoir ta vie, ta femme, tes enfants, et que tu puisses réussir dans le sport, et pas parce que t'es le fils de Momo Dridi, mais parce que t'es Sofiane, tout simplement. Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Qu'est-ce qu'il attendait comme vie pour vous, finalement, par rapport à ce qu'il vous avait offert? Il a jamais voulu que j'ai la même vie que lui. Ça, il le formulait? Ça, il l'a formulé et il me l'a aussi démontré. Voilà, aussi parce que si on déménageait, c'était pour changer d'environnement. Il a fait en sorte aussi par mon éducation que je ne sois pas dans cet environnement-là. De quelle manière? Quand il faisait ses rendez-vous, il m'emmenait pas avec lui. À 15-16 ans, il aurait pu, entre guillemets, mettre le pied à l'étrier, mais il l'a jamais fait. Vous avez des parents il y a des parents qui emmènent leurs enfants dans leur lieu de travail. Moi, quand il le faisait, il me mettait très loin, dans une table très loin, où je mangeais, j'étais devant la télé, il me mettait un match de foot. J'écoutais pas ce qu'il disait. Après, des fois, ça débordait, et à ce moment-là, c'était... Ça veut dire quoi, ça débordait? À 8 ans, il a fait une bagarre porte de Saint-Cloud. Le bar a fermé pour travaux. Et j'étais là. Vous avez quel souvenir? C'est quoi les images pour vous? Il a mis une grande gifle, le mec est tombé KO, et je lui avais dit, ouais, je reste devant la porte, s'il y a personne qui rentre, personne qui sort. Donc c'était voilà, je couvrais ses arrières, mais lui c'était plus... Vous aviez 8 ans? Ouais, j'avais 8 ans. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Il y a quelque chose de rocambolesque dans cette histoire? C'est qu'à lui tout seul, il a fermé le bar et qu'il a mis tout le monde KO. C'est quoi votre sentiment vis-à-vis de ça? J'en étais fier, je l'ai raconté à tout le monde. Quand vous aviez 8 ans? Ouais, moi, j'avais pas la même vie que les autres, mais j'avais beaucoup de souvenirs où je pouvais mettre mon père en lumière. C'est quoi? C'est une sorte de héros parce que... Ah, moi, ça a toujours, même si je lui reprochais énormément de choses, ça a toujours été mon héros, ça a toujours été une relation fusionnelle. Même s'il y avait des manques, il y avait de l'amertume, ça a été une personne que j'ai aimée, que j'aime, et voilà, que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Lui, il était plus colérique, plus grande gueule, plus je tape et après je discute, et moi, j'étais tout le contraire. Donc, on se complétait, et c'était un amour assez fort, même très fort. Et on a vu tout à l'heure qu'Antoine ne racontait pas, dans cette enfance, que son papa était en prison parce qu'il avait peur d'être rejeté. Qu'est-ce que vous racontiez, qu'est-ce que vous cachiez aux autres, en fait? J'ai toujours été attiré par les femmes. Et
par ce biais-là, je discutais pas du tout de mon père et ça me permettait à moi aussi de pas discuter voilà, j'ai marqué 5 buts. Sauf que quand vous voyez votre père dans la une des journaux, Momo Dridi, et qu'après vous avez tous les camarades de classe qui, tiens, j'ai vu ton père, il était avec ci, il était avec ça, Ivana Trump, Massimo Gardia, des personnes comme ça. Vous vous dites, quand vous voyez des guépards en une avec eux, des léopards et tout, c'est magnifique. Donc dans les magazines, effectivement, il y avait un peu les excès de la jet set. Voilà. Et vous voyez votre père là-dedans, et donc c'est clinquant. Si il est dans le journal et que les autres camarades vous disent, waouh, ton père, vous dites, ouais, c'est mon père. Du coup, Voilà. on se dit, bon, il faut que je sois fier. Voilà, donc faut que je me la raconte. Voilà, ouais, c'est mon père. Après, vous prenez le journal, vous le montrez à la maîtresse, vous avez vu, madame, c'est mon père qui est sur le... Donc tout le quartier était au courant que mon père avait fait la une dans le journal. C'était plus ça que je voulais mettre en vitrine parce que j'avais pas le choix non plus. Et quelle était sa relation à l'argent et qu'est-ce qu'il a essayé de vous inculquer vis-à-vis de ça? Quand il avait de l'argent, il le dépensait. Et moi, j'étais tout le contraire. En fait, j'ai toujours été le contraire de mon père dans mes attitudes et dans mon fonctionnement. Je lui ai toujours dit, même étant petit, que je veux avoir une maison. Et on n'en a jamais eu. Et à l'heure actuelle, j'en paye les pots cassés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant, j'ai pas d'endroit où vivre. Pascal? Une chose importante, c'est qu'ils vous ont transmis des valeurs aussi bien, enfin, Antoine d'ailleurs qu'à Sofiane, c'est que ces pères-là ont voulu montrer qu'ils faisaient des trucs qui étaient hors la loi, oui, mais ils transmettaient aussi justement des choses qui, au contraire, avaient une valeur, une éthique, une raison d'être, etc., à travers ne fume pas, ne bois pas, ou d'autres choses comme ça. Et c'est important parce que ça rétablit aussi l'image que l'enfant a de ce père-là. Mon père, non, c'est pas un salaud, quoi. D'ailleurs, Sofiane le dit, mon père ne faisait pas du mal à ceux qui n'étaient pas, enfin, ne le méritaient pas, ou en tout cas... En tout cas, c'est un gentil, c'est pas un méchant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une... Et c'était aussi un rôle qu'il jouait, parce qu'il fallait qu'il en impose. Et il jouait souvent le rôle du méchant, mais à la fin, c'était quelqu'un de... il avait un grand cœur et il faisait énormément de choses pour les personnes qui étaient dans la difficulté. Voilà. C'est important pour ces enfants-là de trouver l'aspect positif, le côté positif dans ce père. Parce que c'est à ça que l'enfant va s'accrocher et ça qu'il va développer dans l'image du père. Après, le côté délinquant du père, ça regarde les autres, en fin de compte. Ça regarde la loi, la société, et voilà. Faites-en ce que vous voulez. Là, c'est mon père et il vaut quelque chose. Et Antoine, on va parler après de la sortie de prison, mais pendant qu'il est en prison, là aussi, vous avez la sensation, finalement, aujourd'hui, vous avez 18 ans, très jeune adulte, qu'il essaie de vous inculquer des valeurs, notamment la différence entre le bien et le mal, et il vous montre d'autres détenus en vous disant « je veux pas que tu deviennes ça ». Je me rappelle qu'il ne voulait pas que je suive son tracé. Et vous vous rappelez de quoi, d'anniversaire quand il était en prison? Ouais, on devait... je fêtais mon anniversaire, ou alors on fêtait son anniversaire. Pour rentrer dans la prison, on cachait du gâteau. Juste ça, c'était quelque chose, une présence avec lui où on pouvait partager comme s'il était chez nous. Quand il va sortir de prison, en fait, au début, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il a un bracelet électronique et il doit rentrer en prison à 17h. C'est ça. Donc là, c'est une nouvelle étape de votre vie. Donc là, je peux le voir, il sort, on peut faire des activités ensemble. Donc là, c'est nouveau pour vous. Ouais, Ça fait... Je vois mon père qui est sorti, c'est... Là, vous avez 11 ans, il a passé 5 ans en prison, et là, vous allez enfin faire des activités. Vous faites quoi, du coup, ensemble? Donc la première fois où il est sorti, je me rappelle quand on est allé au parc, on a fait du frisbee, et après, on a été au restaurant, et puis après, il est reparti. Mais ouais, c'était un bon moment qu'on a passé à deux. Mais c'était une souffrance de devoir repartir en prison? Ouais, c'était assez dur de devoir franchir dans la porte et rentrer en prison. Donc là, je savais que j'allais plus le voir. C'est 1 an plus tard qu'on va lui enlever le bracelet. Donc là, il va être totalement libre. C'est ça. Quel souvenir vous avez de cette nouvelle vie? À chaque fois que je rentrais à l'école, je pouvais lui montrer mes points. On parlait beaucoup plus, il était présent avec moi, on allait faire beaucoup plus d'activités.
Et un jour, votre père va passer à la télévision et il vous prépare à ça. Il vous prévient qu'il va passer à la télévision. Ouais. Et dans votre tête d'enfant, il se passe quoi? Je me souviens qu'il m'a dit je vais faire une émission pour raconter mon passé. Je devais avoir 14 ans. Donc là, j'ai eu quand même peur parce que je me suis dit mes amis vont savoir ce que mon père a fait. Et une fois qu'il est passé à la télé, ça s'est vraiment bien passé. Mes amis sont venus vers moi. Et, Vous vous rappelez ce qu'ils vous ont dit? ouais, ils m'ont dit mais pourquoi tu nous as pas dit ça plus tôt? Et c'était un soulagement. Vous vous sentez plus léger à ce moment-là? Ouais. Parce que c'est quoi? C'est la fin du secret. C'est vraiment un poids qui se libère. Ben oui, parce qu'après avoir vécu pendant longtemps dans le non-dit et parfois les mensonges, on entre dans le grand champ fleuri de la vérité. Et c'est plutôt réconfortant. Ça permet d'être en harmonie aussi avec l'environnement, avec soi-même, avec les autres. Enfin, ça pose les choses sur la table. J'ai l'impression que vous avez souvent vécu quand même des situations d'arrachement par rapport à votre père, quand il y avait le parloir, vous avez vécu beaucoup de détachement, vous avez la chance d'être avec votre père dans votre temps d'enfance, que peut-être Sophia n'avait pas l'occasion d'être, mais il y avait cet arrachement en même temps très difficile. Ce qui est ça. plus dur. Hein. Et dans cette période-là, on parlait de l'image du père. Donc mon père, ce héros, votre père, vous le voyez comment? Le fait qu'il soit en prison, vous dites qu'il a fait une bêtise, donc ça c'est pas bien. Enfin, quel Oui, il a fait jugement l'enfant que vous avez porte sur son père à ce moment-là? C'est vrai qu'il avait fait une bêtise, mais après, je l'ai pardonné. C'était mon père, c'est normal. J'ai appris à vivre les choses et maintenant, je le vis très bien avec lui. On partage beaucoup de choses ensemble, d'activités. Il me montre sa passion pour le cinéma. Alors là, effectivement, ce qu'il a fait depuis de ça, et c'est une autre tranche de votre vie. Sofiane, vous vous rappelez de ce jour où votre père, vous avez 10 ans, vous êtes à Rome, et il vous dit, voilà, vous le voyez pleurer pour la première fois, il vous dit, voilà, j'ai peur qu'on me tue. Et en fait, c'était une prophétie. Ça s'est passé quand, et vous l'avez su comment? Ça s'est passé 5 décembre dernier. Donc il y a à peine 6 mois. Voilà, c'est moi qui... C'était chez moi. Voilà, c'est moi qui ai retrouvé le corps. Il m'a toujours dit... il m'a toujours préparé, entre guillemets, à toute éventualité. De quelle manière? Avec des phrases, avec des mots, en me disant... imagine, je suis plus là, comment tu vas faire? Moi, je sais comment ça va finir pour moi. Tout ce que je veux, c'est que tu réussisses dans ta vie et que si je dois partir pour une raison ou pour une autre, tu puisses t'en sortir tout seul. J'ai essayé de mettre en œuvre justement ce qu'il me disait. Essayer de me débrouiller par moi-même. C'était assez compliqué parce que voilà, il a pu défrayer la chronique. Donc les gens me voyaient toujours comme le fils de Momo Dridi et c'était jamais bon parce qu'ils savaient que s'il y avait le fils, quelque part, pas loin, il y avait le père. Donc c'était assez compliqué à réaliser, mais... Qui savait que s'il y avait le fils, il y avait le père? Vous pensez à qui? Par exemple, dans le football, quand mon père était assez... C'est lui qui s'occupait de moi, de ma carrière. C'est lui qui m'entraînait. C'était... voilà, quand je vous dis que c'était une relation fusionnelle, c'était... Il connaissait le sport. Après, voilà, par rapport aux études, il a mis tout en œuvre pour que je puisse avoir mon bac et puis que je puisse continuer mes études. Et Donc, d'une certaine manière, il va vous préparer pendant toutes ces années à ce qui est arrivé. Ça, il va vous préparer au pire. on peut le voir comme une forme de préparation. Après, quand on le vit, on se dit pas il me prépare à ça. Mais c'est vrai que c'est traumatisant quand même d'en arriver. Déjà, il méritait pas ça. Déjà, vu comment ça s'est passé. Et ensuite... Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'il a été assassiné? Alors là, il a été assassiné chez moi et... c'est pas... C'est compliqué à... J'ai plus le même... je suis plus le même depuis tout ça. C'est-à-dire? Déjà, maintenant, je suis dans la merde parce que voilà... que ce soit par rapport au foot ou par rapport à tout ce qu'il a pu faire, on va dire que c'est moi qui en paye un peu les pots cassés. De quelle manière? Maintenant, dans le football, c'est compliqué pour
pour retrouver un club parce que par rapport à ce qui s'est passé, les gens ont peut-être un peu peur. Mais même avant qu'il décède, j'ai pu évoluer à un bon niveau. Et au dernier match, il s'est retrouvé qu'il a giflé mon entraîneur. Donc ça s'est su et c'est pas bon. Voilà. Vous avez l'œil qui frise quand vous racontez ça. Ouais. C'est comme si votre père n'avait pas raté une, quoi, en fait. C'est que vous avez presque un point de vue d'un parent sur un enfant, entend dire il n'a pas pu s'empêcher, quoi. Bah, ça a été ça depuis que je suis jeune. Donc, mon père était un grand enfant. Et c'est vrai que il en loupait pas une et après tout est rattrapable. Voilà. Mais les gens n'arrivent pas à dissocier le père du fils. Et je suis pas du tout comme mon père. Loin de là. Moi, ce qui me motive, c'est le sport et le football. Et j'ai des objectifs et j'ai toujours eu des objectifs là-dedans. Pas dans le banditisme ou d'effrayer la chronique dans les faits divers. Ça n'a jamais été mon but et lui non plus. Donc voilà. Et au moment de sa disparition, vous êtes retrouvé dans quelle situation? Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais sa voiture, je dormais dedans. Parce que j'avais pas de logement, j'avais rien. J'ai certaines personnes qui m'ont aidé, comme elles ont pu, voilà. D'autres qui m'ont tourné le dos. Et généralement, celles qui vous tournent le dos, c'est les personnes dont vous avez le plus besoin, que ce soit professionnel ou dans ma vie privée. Et j'affronte les choses tout seul, en grande partie. Donc c'est difficile, parce que déjà, j'ai plus mon père pour me dire quelle directive prendre. Mais j'affronte les vraies questions de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà. Et c'est assez dur à gérer pour un homme de 23 ans. Même si je semble assez mature, je reste quand même au fond de moi encore un enfant. Donc c'est dur à gérer. Et alors, contre toute attente, vous avez eu un contact avec votre mère que vous n'avez jamais connu, un contact téléphonique, c'est ça? Ouais, au début, c'était un contact par les réseaux sociaux et j'ai appris beaucoup de choses. Donc ça m'a permis un peu de combler le vide que j'ai eu durant toutes ces années. Qu'est-ce que vous avez compris finalement? J'ai compris que ce qui était dit n'était pas nécessairement vrai, que j'avais déjà une sœur, une vraie sœur. Après, j'avais une sœur par rapport à ma mère qui est plus grande que moi, et j'ai une petite sœur par mon père. Et voilà, j'ai appris qu'elle vivait en Belgique et que je pense qu'il faut qu'on ait une bonne discussion. Vous n'êtes pas vu à ce jour? On s'est vu, mais c'était assez furtif. Dans un monde idéal, c'est quoi qui pourrait vous arriver de mieux dans les mois et les années qui viennent? Si vous rêvez d'une vie. Déjà, de retrouver un club pour me permettre d'évoluer dans ce que je sais faire. De trouver une femme, faire une famille, ce que j'ai toujours voulu. Et surtout, pouvoir acheter une maison pour pouvoir, si jamais par la suite j'ai des soucis, au moins j'ai un toit, quoi. Donc de la sécurité, de la stabilité, Voilà. de l'affection. Et de l'amour, voilà. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour avoir une belle famille, etc. Après, c'est l'aspect matériel qui est plus difficile à construire parce que ça ne dépend pas que de lui. Donc c'est ça qui est plus difficile. Mais il est bien armé quand même. Donc vous êtes impressionnant en tout cas d'authenticité. J'ai rien à perdre Et du coup, le fait d'apparaître aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous? D'abord qu'on sache qui vous êtes vraiment. qu'à travers mon expérience,
aussi, voilà, je suis pas le seul en France à vivre, et surtout à vivre des choses difficiles. Donc, par rapport à mon intervention, si des jeunes se reconnaissent dans que voilà, rien n'est impossible et que c'est pas parce qu'on a un père qui se drogue, qui est absent, qui est en prison ou qui est en cavale, qu'on peut pas se construire soi-même. Et c'est tout ce que je veux véhiculer, tout simplement. C'est réussi. J'espère. Antoine, alors dans votre cas, dans votre situation, donc vous avez vécu effectivement cette petite enfance dans la cavale, ensuite 5 ans de prison, vous ne racontez rien, et puis il va sortir de prison sous liberté conditionnelle, et puis il va y avoir la vraie liberté. Et donc votre père va avoir une autre vie, une seconde vie, et vous grandissez donc à l'adolescence avec un papa qui fait quoi finalement? Maintenant, mon père, il écrit dans le cinéma, il fait des scénarios. Et là, il a réalisé un film qui sortira en 2017. Qui s'appelle Tueur. Il fait aussi Il présente une émission de télévision. il présente une émission en Belgique, voilà, chez RTL, qui s'appelle Un crime parfait. Donc maintenant, j'ai un côté de mon père différent. Homme public, C'est ça. créatif, et qui assume son histoire et son passé. Oui, il assume bien. Ouais. Il le fait comprendre aux gens, mais maintenant, je pense que les gens ont compris et qu'ils le voient différemment. Et vous d'ailleurs, aujourd'hui vous avez 18 ans, et donc vous avez ce papa qui a eu plusieurs vies. Qu'est-ce que vous avez compris au fond de son histoire? Il a eu des moments difficiles, que maintenant, je pense qu'il a compris ce qu'il avait fait, et que je pense qu'il est vraiment heureux de ce qu'il fait maintenant. Il a trouvé sa place. Et vous, votre place, c'est quoi alors? Vos envies? J'aimerais bien débuter dans le cinéma, À quel poste? au niveau acteur, ou réaliser aussi des films. C'est un peu sa passion qui m'a donné. C'est vrai, ça s'est passé comment? Il m'a fait amener vraiment sur les plateaux de tournage, et j'ai découvert ce monde que j'ignorais avant. Avant, je voulais juste faire architecte. Et maintenant, j'ai vu ce monde, c'est ce que je voudrais suivre. Qu'est-ce qui vous attire dans ce monde à 18 ans? Ce qui m'attire, c'est vraiment les rôles qu'on peut donner à un comédien. Plusieurs vies en une. Voilà, c'est ça. Enfin, interpréter quelqu'un d'autre. Et vous, aujourd'hui, donc vous avez 18 ans, c'est compliqué de parler, encore une fois, à la télévision, de son histoire. C'est pour ça que je rappelle que vous avez 18 ans, il faut se mettre dans votre peau. Mais en quoi votre histoire vous paraît pas banale? J'ai quand même eu une histoire différente des autres, je pense, et aussi difficile. On a eu un côté agréable, aussi un côté difficile. C'est quoi le côté le plus difficile pour vous? Les absences? Le côté le plus difficile, c'était quand même avec la prison. Le manque qu'il soit là, à la maison, qu'il soit présent pour faire des activités avec lui. Mhm. Et ça fait quel genre de jeune homme? En quoi vous vous sentez différent de, finalement, vos copains qui ont 18 ans? Ouais, et eux, ils ont grandi avec un père qui était présent. Après, moi, j'ai dû grandir comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire, de votre témoignage? Je dirais que même si on a fait des conneries, qu'on peut pardonner, qu'il y a le futur, mais on vit dans le présent et qu'il faut continuer à avancer. Mhm. Je vis enfin ce que je voulais avoir quand j'étais petit. C'est-à-dire? Que mon père soit présent pour moi. Mhm. Pascal, de ces deux histoires, qu'est-ce qu'on doit retenir pour vous? Déjà, les maisons, Antoine voulait être architecte, Sofiane voulait construire une maison. La maison, c'est important dans ces histoires-là, parce que c'est le lieu sûr, le point de référence, c'est quelque chose qui a manqué un peu, même s'il y avait des lieux où habiter, mais la maison, c'est aussi le concept. Hein. C'est quoi, c'est la sécurité? Oui, là, c'est la sécurité, c'est la certitude, des certitudes posées. Et il y a beaucoup de questionnements dès l'enfance, hein, des questionnements très profonds dès l'enfance, donc la certitude vacille dans ces histoires-là. Mais le père est très présent quand même quand il est absent en fin de compte. Sofiane a beaucoup prononcé le nom et le prénom de son papa. Mhm. Et donc, c'est ce qui est bien, il le nomme beaucoup, il dit beaucoup le nom du père. Et
son papa. Donc, il en hérite ce qu'il y a de bien, mais il est très différent. Donc ça, c'est important que tout le monde l'entende. comprenne ça, ce qu'il a quand même hérité et su tirer parti de quelque chose qui provenait du père, en bien ou en mal, mais qu'il est très, très différent. Il a sa personnalité. Et puis Antoine, il a encore sa personnalité bien à déployer encore plus, sans doute. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été posé. Il y a dû avoir un moment de flottement, surtout à partir du moment où il a eu cette révélation à travers l'émission télévisée d'une réalité, d'une facette de son père. Il y a dû avoir une période de flottement. Et puis là, après, à la fin de l'adolescence, comme ça, il a retrouvé un lien plus stable. Donc là, ça va permettre de construire par-dessus. On va continuer cette conversation. Je voudrais vous montrer quelque chose qui va vous parler, et notamment à vous, Antoine, puisqu'il y a d'autres enfants dans ce pays dont les parents sont en prison et qui doivent découvrir tout ce que vous avez raconté, les parloirs, les mesures de sécurité. Et il y a une association qui a eu l'idée de faire un dessin animé. Et je crois que vous dessinez beaucoup, on va en parler tout à l'heure. Donc là, c'est un dessin animé qui explique aux petits-enfants la situation dans laquelle ils sont, histoire qu'ils se sentent moins seuls. Vous nous dites ce que vous en pensez, si vous avez vu ce dessin animé quand vous étiez petit. On regarde, on en parle juste après. Ce matin, papa n'est toujours pas rentré. Et il m'arrive une chose étrange. Une de mes pattes est devenue toute bleue. Il faut que j'en parle à maman. Maman ? Où est papa ? Pourquoi n'est-il plus là ? Quand va-t-il rentrer ? Mais maman ne dit rien. Elle baisse tristement la tête. Elle n'a même pas remarqué ma patte bleue. J'aimerais que papa soit là. Pourquoi est-il parti ? Est-il malade ? Ou peut-être mort ? Peut-être qu'il ne nous aime plus ? Ne pleure pas, mon petit Tim. Je vais t'expliquer où est papa. Je ne voulais pas te faire de la peine et je ne t'ai rien dit jusqu'à maintenant. Papa est en prison parce qu'il a volé la réserve de noisettes de Madame Mésange. La prison, c'est une grande maison, très haute, plus haute encore que le plus gros chêne de la forêt de Boisibard, avec une énorme porte en fer et une grosse serrure. Mon cœur bat de plus en plus fort au fur et à mesure que l'on se rapproche. La plus grande porte s'ouvre et tout le monde entre l'un après l'autre. Dans l'entrée, nous devons mettre toutes nos affaires dans des casiers. Le sac de maman, ses clés et même son téléphone portable. Un grand hibou, habillé un peu comme un policier, se rapproche et nous dit ce qu'on doit faire. On l'appelle le hibou surveillant. Après, nous avançons dans de grands couloirs. Nous passons plusieurs grilles qui s'ouvrent et se referment en faisant beaucoup de bruit. Nous arrivons enfin au parloir où je vais voir mon papa. J'espère qu'il remarquera ma patte bleue et qu'il m'expliquera ce qui se passe. Papa arrive par une autre porte. Pitchounette et moi courons pour nous jeter dans les bras de papa. Maman nous rejoint. Elle est toute émue. Nous sommes enfin tous réunis. Papa remarque tout de suite ma patte. Ne t'inquiète pas pour ta patte. Maintenant que tu sais où je suis et que tu es rassurée, ta patte va redevenir toute rousse, comme avant. Alors Antoine, vous allez me dire, parce que ce dessin animé vous était directement adressé. Hein. Ouais, ça me fait rappeler des souvenirs. Bon, on va avoir votre réaction dans un instant. Je voudrais dire aux téléspectateurs que nous ont rejoints pendant ce dessin animé mes camarades, donc Aude, Luc et Émilie. Bonjour. Et votre papa, donc François Troukens. Vous allez nous donner un peu les coulisses, puisqu'on a eu le point de vue de l'enfant qu'Antoine était. Complètement. Lorsque vous avez vécu cette cavale, lorsque vous étiez en prison, et puis votre nouvelle vie. Aujourd'hui, vous êtes réalisateur, vous présentez des émissions à la télévision, vous direz ce que vous ressentez quand votre fils s'exprime sur son histoire personnelle. Mais auparavant, Antoine, oui, au fond, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que vous avez vraiment vécu ? Qu'est-ce qui est surprenant les premières fois ? C'est quand on rentrait dans la prison, on devait déposer des objets. Ça, c'est vraiment des souvenirs qui me reviennent. Les portes des cellules qui font vraiment du bruit, c'est vraiment quelque chose qui... Il y a tous les détails là-dedans. Ouais, ouais. Ça. Et aussi l'absence quand on devait le quitter à la fin. Et donc vous, François, pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qui est important pour vous quand il vient vous voir au parloir ? Parce que vous continuez votre éducation, il y a des lettres, beaucoup de lettres, il l'a raconté. Les œufs de Pâques dans la prison, les gâteaux. Comment vous vous débrouillez à ce moment-là, vous qui êtes en prison, pour éduquer votre enfant ? Alors c'est primordial pour moi de garder le lien, tant pendant la cavale. Il parle souvent du déchirement, de la séparation, et c'était pareil pour moi. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois je ne le retrouvais pas, je ne savais pas si c'était la dernière fois qu'on allait se revoir. Moi j'en avais conscience, lui pas, et donc il y avait un déchirement incroyable. Et à partir du moment où je me suis retrouvé en prison, il fallait que je conserve ce lien à tout prix.
Et je ne voulais absolument pas, et sa maman s'efforçait aussi de le faire, que ce lien soit brisé. Et comment vous lui avez expliqué ce qui s'était passé, les raisons pour lesquelles vous étiez là? Parce qu'il y avait quand même cette invention que la psy a adorée, le dragon. Alors, c'était quoi l'histoire du dragon que vous aviez manigancé déjà pendant la cavale? Donc pendant la cavale, il ne pouvait pas savoir où je me trouvais. Et donc pour qu'il ne raconte pas à ses amis ou à sa famille où je me trouvais, C'était dans le sud de la France. Il avait très peur du dragon qui se cache en dessous du château d'un parc attractif ici en France. Et donc je lui avais dit que le dragon s'était échappé et s'était réfugié dans une grotte près de la maison. Et je lui montrais plus ou moins où il se trouvait, donc il en avait très très peur, il partait avec sa petite épée et on partait à le voir et faire des photos. Et donc c'était pour lui une manière, vraiment, il partageait un secret avec moi. Et le dimanche, il voyait les chasseurs, vous savez, qui sont avec des casques orange, avec des fusils. Et je lui disais, attention, ils cherchent le dragon. S'ils savent où se trouve papa, ils vont savoir où est le dragon et ils vont le tuer. Donc il avait gardé vraiment ce secret, mais de manière incroyable. C'est-à-dire qu'il n'en parlait même pas à son grand-père. Et quand il est arrivé en prison, j'ai décidé de lui dire la vérité. Donc je lui ai dit que j'avais tiré sur un policier dans le cadre de ce dragon qui avait été chassé par des chasseurs, que les policiers étaient là et que j'avais tout fait pour qu'il ne se fasse pas attraper. Et il était blessé et il était en dessous, dans les caves. Du coup, il venait à la prison de la Santé, au parloir, et il entendait les vibrations du métro ou du RER, et il pensait que c'était le dragon. Et je lui disais, écoute. Et donc, il ne faisait plus un bruit, il écoutait, et il me disait, oui, je l'entends. Et chaque semaine, il venait avec une friandise pour le dragon. Et je lui disais, mais je dois rester là parce qu'il est tout seul, il est malheureux. Et c'était important pour moi qu'il défende un personnage qui, quelque part, est négatif. Le dragon, Vous n'aviez pas choisi le dragon non, par hasard. Voilà, c'était pas Blanche-Neige, c'était le C'était dragon. une métaphore, le dragon, c'était vous. Exactement. Mais du coup, c'était quoi? C'était qu'il faisait peur, mais qu'au fond, c'était quelqu'un qu'il fallait protéger. Voilà, je pense que même quelqu'un qui est négatif peut avoir un fond positif, et je lui ai expliqué que ce dragon n'était pas un méchant dragon, même s'il crachait du feu. Il y avait une justification, je disais il fallait qu'il soit puni, comme moi. Et il a commencé à se construire par rapport à petit à petit, et j'ai pu lui dire la vérité. Forcément, il a grandi, donc il n'a plus cru au dragon. Mais Vous avez eu plusieurs vies, puisque effectivement vous étiez le braqueur des fourgons, et puis aujourd'hui voilà, vous présentez des émissions à la télévision belge, vous réalisez des films. Il y a un film qui va sortir, tout à fait. Tueur, donc en septembre Ouais. en France. Tueur avec Olivier Gourmet. Et donc votre obsession, c'est de dire que dans la vie, les choses sont pas noires ou blanches. Il n'y a pas de manichéisme. C'est ça votre obsession. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sofiane, qui a raconté son histoire, qui a raconté sa relation fusionnelle avec ce papa qui faisait ce qu'il pouvait, comme tous les êtres humains sur cette terre? Moi, je trouve qu'il a un papa, et on le sent, il en est fier, il doit être fier de lui. Et utiliser tout ce qu'il a fait de positif, ça lui a inculqué la détermination, la force qu'il a mis en toi, de croire en toi. Et tout ce qui est négatif, finalement, ça doit être une force. Et traverser ta nouvelle vie, parce que c'est toi qui va en faire quelque chose, avec ces acquis-là. Et je pense que c'est ça le message. C'est même si on a traversé des moments difficiles dans notre vie, on peut toujours se reconstruire. Et c'est important de dire aussi que quelqu'un peut changer. Et je suis sûr que ton père, il a changé grâce à toi. Parce que bon, moi aussi, c'est pareil. C'est-à-dire? Vous avez la sensation que votre fils vous a fait changer? C'était important pour moi de lui transmettre cette valeur. C'est-à-dire, tu vas venir me voir au parloir, mais à la fin. C'est tout le paradoxe. Mais c'est normal que vous soyez... Vous savez qu'on a des mouchoirs en plus, hein. C'est au cas où. Parce que ça Non, mais passe je souvent déteste ce ici. genre de truc où on fait pleurer dans une émission. Enfin, c'est vraiment à croire que c'est fait exprès. Moi, j'ai rien Pas fait. du tout. Mais non, mais quelque part, je me retrouve dans ce que tu disais par rapport à ce qu'il a vécu. C'est un message très fort. Je crois que ton père, il est fier de toi. Et bon, vous savez qu'il y a des mouchoirs encore une fois. Ils sont... Non, j'ai une question. Ouais, je suis désolé. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et François, ce qui était fort en fait dans cette histoire et dans l'histoire de Sofiane aussi, c'est qu'au fond, vous étiez en prison, mais vous étiez en train de lui inculquer les valeurs entre le bien et le mal. Donc vous dessinez des cigarettes, ça c'est pas bon. Lui, il a fait ça, ça c'est pas bon. C'était tout Mais paradoxe. comme son père, c'est vrai qu'on a vécu des moments tellement difficiles, des choses très dures. On est capable de voir ce que c'est que la drogue. On voit les dégâts de la drogue en prison. Donc forcément, je suis certain qu'il t'en a parlé. T'as dit fais du sport, touche pas à la cigarette, comme à Antoine. Et c'est super important. Et pour moi, ce qui était super important pour lui aussi, c'était de lui dire ok, on va faire un pacte. Et c'est par rapport à lui que je me bats. Qu'aujourd'hui, professionnellement, je veux réussir pour lui montrer qu'on peut changer. Et qu'il n'a pas fait toutes ces années de lutte avec sa maman, venir me voir au parloir, passer du temps et des heures à attendre dans un parloir, dans une file, faire des kilomètres pour venir me voir, comme il le disait, et que ce soit pas quelque chose qui soit perdu. C'est-à-dire que refaire un acte négatif, face à lui, ce serait le trahir. Et je pense que son père,
pareil, je pense il t'a inculqué ça, ces valeurs-là, c'est de se battre et de montrer qu'on peut faire autre chose. Et au fond, quand vous sortez de prison, vous démarrez à zéro. C'est un peu la sensation qu'a Sofiane aujourd'hui. C'est que la vie vous appartient et vous prouvez qu'on peut démarrer de zéro et que finalement on peut faire des choses aussi. Mais c'est évident, si vous avez perdu votre boulot, si vous êtes atteint par la maladie, quoi qu'on puisse avoir dans la vie, aujourd'hui, on peut se reconstruire si on en a la volonté. Et je pense que c'est ça qui est beau dans une vie, c'est de pouvoir se dire qu'on peut refleurir à chaque fois. Moi, j'ai l'impression d'avoir pu revenir sur Terre, en fait, être ressuscité de ce mouroir, parce que la prison aujourd'hui, c'est un mouroir et on doit faire beaucoup de choses aujourd'hui pour ces gens qui sont en prison. C'est-à-dire que, malheureusement, on a beaucoup de gens qui sortent de prison aujourd'hui qui viennent des terroristes, qui sont emplis de haine, et or ils devraient ressortir de prison avec de l'amour pour les autres et l'envie de se réconcilier avec la société. Et on n'y arrive pas aujourd'hui. Dans d'autres pays, on peut, et en France ou en Belgique, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il fallait. On le voit dans les pays scandinaves, on fait d'autres choses. Et on arrive à avoir un taux de réussite, de récidive qui est beaucoup moins important. Et donc, on a tout intérêt à réconcilier ces gens qui sont en fracture avec la société. Et quelque part, on le voit, puisque on a envie d'inculquer ces valeurs-là à nos enfants, c'est-à-dire à être quelqu'un de positif et de pouvoir faire quelque chose de bien de sa vie. Et donc, je pense qu'il a réussi. Et c'est pour ça que, quelque part, t'as pas cette responsabilité-là, mais sois heureux dans ta vie. Et il t'a inculqué des super valeurs, et je pense que c'est ça qu'il faut conserver. Et j'espère avoir pu faire la même chose pour Antoine, c'est-à-dire avoir pu lui montrer que, oui, effectivement, j'étais un personnage négatif, j'ai fait des erreurs, mais j'ai payé, et aujourd'hui, je vais faire autre chose de ma vie. Voilà, pour moi, c'est super important. Ça, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'en France, et même plus largement en Europe, on n'a pas vraiment cette culture de la seconde chance. Et ça, c'est vraiment des messages très positifs où on se dit que voilà, c'est encore possible, et oui, on peut faire des erreurs, et que la vie, en fait, c'est un chemin qui nous amène à nous améliorer en permanence et à grandir, et c'est ce que vous disiez un jour, Pascal, vous disiez qu'en fait, il n'y a pas de belles réussittes sans bons échecs. C'est très vrai ce que dit Émilie. Et aussi, je peux vous poser une question. Je vous en prie. D'après vous, où est-ce que vous seriez si vous n'aviez pas eu votre fils? Je serais mort. Je serais mort. Et grâce à lui, il y avait aussi l'envie. Parce que quand je suis arrivé à la prison de la santé, j'avais 3 choix. C'était l'évasion, le suicide ou accepter la prison. Mais je l'ai accepté grâce à lui, parce que quelque part, si je repartais en cavale, je savais que ça allait être impossible de se revoir. Et quelque part, je voulais accepter la prison à une condition, c'est que chaque jour soit un jour de gagner, chaque jour négatif soit un jour positif, en étudiant et en mettant des moyens pour construire cette nouvelle vie qui allait apparaître. Et moi, je milite pour qu'il y ait une espèce de légion étrangère de la seconde chance. Vous savez, la légion, ce qui est sympa, c'est que vous avez fait une connerie, vous faites 5 ans, et après, vous changez de nom. Mais souvent, vous sortez de là positive. Alors, je pense qu'il n'y a pas que l'armée, mais une espèce de prison où on vous donne une seconde chance. Ça marche ou crève, mais si tu sors de là, tu ressors de là construit avec des acquis, un métier. Mais il y a de plus en plus d'écoles comme ça de la seconde chance. Je pense à Cuisine Mode d'Emploi, l'école de Thierry Marx, qui justement aide les gens à se réinsérer quel que soit leur parcours. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sortent de prison qui vont dans cette école. Je pense aussi à Saint-Plon, l'école de code, qui permet en fait d'apprendre à coder en 6 mois. Vous sortez, vous avez 85% de chances d'avoir un job à la sortie. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a en France cette volonté aussi de réinsérer qui est prise en charge par des personnalités de la société civile qui ont vraiment envie de créer cette sorte de légion étrangère dont vous parlez. Complètement. Vous savez, moi, quand on m'a proposé de présenter une émission de télé, j'ai réfléchi parce que je me dis, mais est-ce que j'ai le droit de présenter une émission de télé avec le parcours que j'ai? Et finalement, je me suis dit, mais si une chaîne de production propose ce genre d'émission, le directeur d'une grande surface pour engager un gars qui a trafiqué, il peut être un super vendeur de bananes, parce qu'à partir du moment où on sait vendre aussi peut-être autre chose, et on peut être un super agent commercial quelque part. Et donner une seconde chance à ces gens-là, ils vous le rendront 2 fois plus. Donc, merci François. Et effectivement, il y a des manques, et donc des associations, on verra ce que fait la vôtre, essaie de combler tout ça. Et donc Luc, c'est une association qui a proposé ce dessin animé qu'on a vu, qui parle finalement à 300 000 enfants en France et en Belgique, qui étaient dans la situation d'Antoine, c'est-à-dire dont l'un des parents était en prison. Oui, alors c'est une association qui a réalisé ce film, ça s'appelle l'UFRAMA. Alors, c'est l'Union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d'accueil de familles et proches de personnes incarcérées. En gros, c'est une dame qui s'appelle Jeannette Favre, qui en 2001, c'est une ancienne assistante sociale qui travaillait en milieu carcéral, et s'est rendue compte que à l'entrée des prisons, enfin devant les prisons, les gens venaient voir leurs parents, leurs proches incarcérés, et s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune structure pour accueillir ces gens-là. Et les gens attendaient devant. Donc l'idée, c'était de créer une maison d'accueil où là, on pouvait, avant d'aller au parloir, se poser
boire un café, discuter. Discuter avec des personnes qui allaient vivre la même situation. Dans certaines de ces maisons qui ont été créées, il y a des systèmes d'hébergement. Parce que souvent, on habite en Bretagne, on va voir son conjoint qui est en Isère, par exemple. On peut proposer aussi aux parents qui viennent avec des enfants, où la maman peut-être veut voir son conjoint seul, eh bien, cette structure propose de garder les enfants pendant ce temps. Voilà, c'est tout un système de maisons d'accueil qui fonctionne très bien. Il y en a plus de 150 en France. Et l'association propose d'autres outils pour les enfants. Alors voilà, en plus du dessin. ça donc, c'était le film qui s'appelle Tim et le mystère de la pâte bleue. Et puis ils ont créé, de la même manière, des petits livrets. Et ces livrets, ils sont, comme le film, complètement gratuits. C'est-à-dire que quand on va dans ces maisons d'accueil, on peut voir le livre qui raconte la même histoire. C'est vraiment pour les tout petits. Et il y a toute une partie de questions aussi et de réponses pour aider les parents. Là, c'est vraiment pour les adultes. Et ils ont aussi fait tout un système de bouquins, un tas de bouquins sur comment on vit quand on a un parent qui a un bracelet électronique à la cheville. Voilà, comment appréhender, comment en parler, comment... Et donc, François, j'imagine que c'est un travail que vous admirez, parce que vous confirmez qu'il y a 300 000 enfants qui sont, au fond, dont les parents sont en prison et qui sont des victimes. C'est comme ça que vous les voyez? Complètement, puisqu'ils sont responsables de rien. C'est-à-dire qu'ils sont là face à une problématique qui les touche. Et donc, il faut vraiment mettre des moyens pour ces jeunes. Et au lieu de construire des places de prison, comme on le fait, je pense, dans les programmes politiques à venir, c'est mettre des moyens éducatifs dans nos prisons pour les détenus, mais aussi pour accompagner les enfants des détenus. Garder le lien social, c'est super important. Alors, on va voir effectivement ce que proposent d'autres associations. Mais vous avez une association? Alors moi, j'ai monté une association. Je suis retourné en prison, en fait, parce que j'ai proposé à un comédien-rappeur français assez connu de jouer dans mon film. Et il m'a été reproché d'avoir fréquenté un ancien détenu, puisqu'il a fait de la prison. Et donc, j'ai fait 8 mois de prison en 2013. Et j'ai retrouvé, en fait, le milieu carcéral avec vraiment de gros problèmes, une haine incroyable de notre société. On parle de radicalisme, moi je parle d'un radicalisme dans la haine. Et donc j'ai monté une association pour apporter de la culture dans la prison. Et je suis convaincu que la culture et l'éducation peuvent contrer cette haine et construire un être humain. Et donc aujourd'hui, je demande à des éditeurs et des distributeurs de cinéma de me donner des livres neufs, ou aussi bien des films d'auteurs. Et l'idée, c'est de mettre ça à la disposition des bibliothèques, mais aussi des parloirs, pour que les enfants puissent lire une bande dessinée ou un livre avec leur père. Parce que c'est très difficile de rentrer dans une prison avec un document, un livre. On ne laisse pas rentrer les objets étrangers. Non, absolument pas. Et on mettra les coordonnées sur le site de 1000 et une vies. Merci. Alors, Émilie, tu voulais nous parler d'une initiative qui permet d'entretenir le lien entre un parent incarcéré et son enfant, c'est ça? Exactement. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans ce fabuleux dessin animé, c'est vrai que la plupart des enfants, quand ils sont confrontés à l'incarcération d'un de leurs parents, ils peuvent vivre ça comme un abandon parce qu'ils ne comprennent pas. Et cette séparation, elle est vraiment très traumatisante. Donc pour éviter de vivre cette séparation traumatisante, il y a 30 ans, une jeune éducatrice, qui s'appelle Marie-France, elle a créé cette association pour justement, comme vous le disiez François, continuer à tisser, à développer le lien entre parents et enfants, et ce, malgré les barbelés. Elle a vraiment fait des petits, comme on dit. Oui, alors c'est une association qui s'appelle... Relais par enfants. Exactement, vous connaissez bien. Et d'ailleurs, en Belgique, donc, quand Antoine était tout petit, moi, j'avais été voir la directrice en lui disant, voilà, vous avez joué combien de fois avec votre père à un jeu de société? Je me dis, pourquoi vous me posez cette question? Mais je dis, vous avez joué combien de fois au Monopoly, aux échecs, etc. Elle me dit, 2-3 fois, et vous vous en souvenez? J'ai un enfant qui vient voir son père face à un néon dans un parloir, il se construit pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une chasse aux œufs dans un jardin? Elle m'a regardé, vous êtes dingue. Je dis, non, on vous donne votre parole d'honneur, on ne s'évadera pas. Et faites ça, et vous allez voir, tout va bien se passer. Et on a fait une chasse aux œufs dans un jardin. Génial. Ça s'est super bien passé. À l'extérieur de la prison? Non, alors dans la prison, c'était un jardinet, mais clôturé, mais avec moins de sécurité quand même qu'une promenade. Et du coup, comme ça s'est bien passé, on a pu reconduire l'opération. Alors c'était une directrice qui était très humaniste et qui avait... Voilà. C'était une femme. C'était une femme, et qui était maman. Et peut-être qu'elle est de Toulouse, non? On va dire. Certainement. Et du coup, on a fait une... C'était une femme. Voilà, et on a fait une fête pour les enfants l'été, et on a fait un barbecue. Et là, le projet s'est, on va dire, agrandi. Et donc, les enfants pourraient courir dans un arbre, courir sur le gazon, monter dans un arbre, etc. Et les agents donnaient à manger aux enfants des détenus. Donc, ils ne les voyaient plus comme des détenus, mais comme des papas. Et nous, on ne voyait plus les agents comme des agents, mais comme des gens qui font des barbecues. Non, mais voilà. Et on a eu vraiment une mixité sociale. Et on a pu se regarder comme des êtres humains. Bien sûr. Et pas
voilà, les hommes en bleu et les détenus. Et les enfants, enfin, je pense, Antoine peut en parler parce que c'est. Est-ce que Antoine, vous vous souvenez? Oui, vraiment, c'est un truc qui m'a marqué. Je m'en souviens comme si c'était hier, en fait. C'était quoi, justement, qui a fait qu'il n'y avait pas d'habitude? C'était quelque chose de tellement nouveau. Parce que, au lieu d'être dans une salle fermée, là, on était dehors. Il faisait super beau. On voyait vraiment un jardin et on profitait du temps avec son père. Ça, c'est la particularité vraiment de cette association qui a vraiment la volonté, justement, en plus de créer des parloirs spécialement aménagés, donc que j'ai pu voir, qui sont des parloirs avec des murs décorés, où il y a des jouets. Donc, il y a une interaction parent-enfant qui est complètement différente, puisque l'enfant peut jouer avec son papa pendant 1 heure. Comme vous l'expliquez, c'est un dispositif spécifique et surtout... et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils réintroduisent en fait de la vie quotidienne dans la prison en célébrant ces moments du quotidien, Noël, la galette des rois, la fête des pères, la fête des mères, en créant un moment spécifique, un petit goûter, une petite fête, un barbecue. Et voilà, donc finalement ça élargit un peu les frontières de la prison et puis surtout ça ouvre à un peu plus d'humanité, comme vous l'expliquez. Mais au-delà de ça, 30% des enfants de parents incarcérés deviennent eux-mêmes des primo-délinquants. Ouais. Quand le lien est coupé. Et donc le lien père ou mère est super important. Et donc on a tout intérêt à soutenir ces associations et mettre des moyens. La société a intérêt. Ouais. C'est exactement du sujet. Vous leur dites, la société a intérêt. La société a intérêt, absolument. Et comment on fait? On postule, parce que là, dans le cas de François, il avait écrit en disant on va faire la chasse aux œufs. Il avait été entendu. Comment ça se passe pour que les parents qui sont incarcérés bénéficient de ça avec leurs enfants? Alors, le parent incarcéré envoie une lettre à l'association où il explique la situation et pourquoi est-ce qu'il a envie de voir son enfant. L'association dépêche une équipe de bénévoles qui vont aller à la rencontre du parent incarcéré, du parent qui est à la garde de l'enfant et de l'enfant, évidemment. Si les 3 parties sont OK, une rencontre est organisée et un bénévole, qui sera d'ailleurs toujours le même, va accompagner l'enfant régulièrement voir son parent. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce bénévole devient une sorte de trait d'union, accompagne l'enfant dans la rencontre avec son papa ou sa maman incarcérée et devient presque finalement un membre de la famille à part entière, un nouveau référent dans la vie aussi de cet enfant qui doit gérer cette rupture et ce lien un peu irrégulier avec son papa ou sa maman en prison. Et d'ailleurs, cette association, elle s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, il y a 25 antennes en France, en Belgique, en Espagne, au Cameroun. Et chaque année, il y a environ 1000 enfants qui sont accompagnés en France pour aller à la rencontre de leurs parents et pour que le lien soit maintenu. Et ça, c'est, je pense, très, très important. Moi, je milite pour qu'il y ait Internet en prison. Alors, les gens vont pousser, vont dire, attendez, ou avoir un téléphone. Pourquoi? Quand le soir, votre enfant va se coucher et qu'il a envie de voir son père, parce qu'un enfant n'a pas la connaissance du temps, cette référence. Et donc, quand papa va pouvoir rentrer, donc on lui dit très bien dans le sujet, je suis puni, c'est pas moi qui décide, mais il faut pouvoir mettre des mots. Et le fait de pouvoir appeler son enfant le soir, le fait de pouvoir avoir Internet, de communiquer, de garder des amis, d'avoir des liens sociaux. Alors on va vous dire, attendez, mais tout le monde a un portable en prison. Donc aujourd'hui, on le cache, mais c'est hypocrite. Au lieu de légitimer les choses et de dire, voilà, on va légaliser ça, et chacun peut avoir un portable, avoir ses amis sur des réseaux sociaux, et qu'on sache que le gars est en prison, qu'il purge une peine, mais il n'est pas... Purger une peine, c'est être en dehors de la société, mais vous faites toujours partie de cette société. Bien sûr. Vous ne perdez pas vos droits. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit s'ouvrir. Et c'est ce que tu disais, les groupes de parole comme ça, qui sont donc permis par cette association, accompagnent aussi les parents dans l'exercice de leur parentalité quand ils sont incarcérés, parce que finalement, on se pose la question, comment est-ce que j'éduque mon enfant? Alors vous avez été extrêmement inventif, mais il y a d'autres... d'être présent, il y a d'autres... Malgré l'absence. Oui, alors ça crée... L'absence crée évidemment l'imaginaire, mais je pense qu'on devrait être accompagné, et il n'y a pas assez de suivi psychologique, tant pour l'enfant, qui est victime, et le père. Comment j'explique à mon enfant, parce que, alors quelque part, quand on a un père qui est, on peut le regarder avec admiration, parce qu'il y a un côté romanesque, le banditisme encore romanesque, et quand on a fait des actes plus ignobles, comment est-ce qu'on les raconte, comment est-ce qu'on dit la vérité? C'était pas facile de dire à mon fils que j'avais blessé un policier. Pour moi, j'étais une espèce de bandit de mœurs, j'avais pas versé de sang, pas une goutte de sang de toute ma carrière, entre guillemets, de bandit. Le jour où vous brisez ça, je me regardais moi-même avec un espèce de dégoût. J'avais blessé quelqu'un, donc je vais lui assumer ça. Et comment je faisais pour lui dire? Donc j'aurais peut-être dû être accompagné à ce moment-là. J'ai trouvé, dans des ressources imaginaires, une capacité de le faire. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et je pense que des enfants peuvent mal le vivre et ne pas être compris. Ou peut-être, comme il l'a eu lui-même, un malaise par rapport aux autres, se cacher, ne
taire. Se construire avec une difficulté. Quoi, Voilà. Ouais. Alors l'impact d'une émission de télévision a pu faire qu'à un moment donné, tout dire et que les gens aient pu se retrouver, se dire bah finalement il y a du positif et donc il s'est senti grandi par rapport à ça, mais ça aurait pu faire l'inverse. Parce qu'effectivement, il a dit tout à l'heure qu'il voit la télévision raconter votre histoire. À ce moment-là, pourquoi vous prenez la décision? Il a découvert à la télévision que j'étais recherché, donc dans un journal télévisé. J'étais le mi-public belge, donc voilà, on me recherchait, donc il a vu ma photo avec, de manière complètement inattendue. J'étais arrêté à Paris, donc en plus il était en Belgique. Mais par la suite, quand j'étais libéré, il est revenu un jour assez triste en disant on a dit que papa était un tueur. Et là, j'étais pas d'accord, parce que j'étais pas un tueur. Et donc le fait de pouvoir dire la vérité, et quand on m'a proposé de raconter ma vie à travers une émission de télévision assez regardée, en Belgique en tout cas, ça permettait de dire la vérité. Oui, de la rétablir. Et de la rétablir, et de dire, et du coup, voilà, j'assumais pleinement ce que j'avais fait. Et du coup, il est rentré, après cette émission, il est rentré quelque part, je pense, rassuré, parce que les gens, c'était l'inverse. Alors en plus, on était dans, vous savez, les jeunes jouaient à des jeux vidéo, et je voulais pas non plus qu'il tombe dans la caricature de mon père, c'est super, c'est un voyou, quoi. Parce que ça, je voulais pas du tout. Je voulais pas qu'il fasse apologie du gangstérisme, mais qu'il soit pas non plus honteux. Donc c'est subtil. C'est subtil. Voilà. Qu'il soit pas dans l'apologie du gangstérisme et qu'il soit pas honteux. Donc, voilà. Et du coup, l'idée de cette émission, c'était de raconter aussi qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans nos prisons pour que ça change, pour que nos jeunes ne suivent pas cet exemple. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Faites des études, étudiez, apprenez un métier. Et donc cette émission permettait aussi de raconter qu'est-ce que c'est que la vie d'un voyou. C'est la séparation de... Voilà, tout à l'heure, j'étais pris par une émotion parce que c'est quelque chose, c'est une souffrance qui restera tout le temps. Sofiane, votre père, vous aviez la sensation qu'il n'avait pas envie que vous soyez un bandit. De quelle manière? Il vous disait il faut pas ou Non, il s'est impliqué aussi. Il s'est impliqué aussi dans la vie associative. Et lui, c'était par rapport à la réinsertion des jeunes des quartiers par le sport. Il était avec l'association Peace and Sport. Et c'était une image, une icône, un champion de la paix. Donc ça lui a permis de véhiculer un message à plus grande échelle. Et à travers ce message, il s'adressait à tous les jeunes, que ce soit dans des situations de difficulté ou dans une atmosphère beaucoup plus propice à un jeune. Mais malgré tout, ces messages véhiculaient beaucoup de respect, de caractère, et ça m'a permis à moi d'être touché par ça. Et de vous dire, c'est pas une voie très intéressante, vivre dans le stress permanent? Non, vivre dans la cavale, vivre dans le déménagement permanent, c'est pas quelque chose qu'on veut, qu'on cherche. On voyage pas avec la peur. Voilà, on voyage avec l'envie de s'installer dans cette ville, l'envie de découvrir de nouvelles personnes, une envie qui nous pousse à faire ces choses. Mais déménager dans le stress, l'appréhension, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, dans quelle atmosphère on va atterrir. Donc vivre ça donne pas envie de vivre cette vie. Non, ça donne pas envie. C'est important parce que vous êtes aussi là pour dire lui c'est lui, moi je suis moi, on est différents, on n'a pas les mêmes aspirations. Non, on est complètement différents. Après, c'est pas pour autant qu'on n'avait pas des points communs. Voilà, les opposés s'attirent. Donc lui, on a toujours eu cette forme. On avait une métaphore qui disait que lui c'était yin, moi j'étais yang. C'était quelque chose qui se complétait. Après, il a fait ses choix et il les a fait aussi pour moi. Et je pense que le fait d'avoir son père qui vous a malgré tout dans cette situation, ça lui permet de prendre conscience que il a quelqu'un à nourrir, donc il peut plus faire les mêmes erreurs que s'il était tout seul. Et je pense que avoir un enfant pour un père dans la voyoucratie ou dans le milieu carcéral, ça le stabilise d'une certaine façon. C'est ce qu'a dit François, mais c'est ce que vous avez ressenti avec votre père. C'est ce que j'ai ressenti avec lui et c'est ce qui m'a fait ressentir aussi. C'est que votre existence, du coup, l'aidait d'une certaine manière. L'aider d'une certaine manière. Après, à quelle échelle, je sais pas, et je le saurai peut-être jamais. Ou alors, quand j'aurai des enfants, je pourrais me dire, voilà, mon père, il a agi comme ça parce que c'était bien pour moi. Mais au final, le fait d'être arrivé dans sa vie, ça a été peut-être un élément qui lui a incité à vraiment, vraisemblablement, à arrêter ce qu'il faisait. Je pense que le fait d'être père, pour un voyou, ça permet d'avoir de l'empathie pour l'autre. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas père, vous êtes quelque part égoïste. Vous êtes centré sur votre vie. À partir du moment où vous donnez la vie, et si vous avez ressentez, c'est quelque chose, dès qu'on est papa, il y a une transformation
incroyable. On a des responsabilités et quelque part, on a de l'empathie pour l'autre parce qu'on se rend compte du danger. On a peur pour tout ce qu'on peut ressentir pour son enfant, donc on n'a pas envie de le reproduire aux autres. C'est-à-dire que comment continuer à braquer en étant papa, c'est quelque chose de complètement impossible, puisqu'on se dit, mais moi-même, je n'aimerais pas que mon fils se retrouve dans une situation T. On se met en projection. Il y a une projection de soi à travers l'autre. Puis il y a l'idée que vous devez transmettre aussi quelque chose. Exactement. Et que vous devez être un modèle. Et ce qui prouve qu'on peut changer, l'exemplarité. qu'un individu peut évoluer à travers des émotions, l'amour et des expériences de la vie. Et je pense qu'il a rencontré ça. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'étais pris par ça. Antoine, et je pense que toi aussi, nous avez permis de nous changer. Ton père, quand tu me dis, il était investi dans des associations, je sens une fierté et tu as envie d'en parler, parce que c'est beau. Et il transmettait aux jeunes des valeurs. Il leur disait, ne faites pas les conneries, vous allez faire la même chose que moi, vous allez retrouver en tôle, vous allez passer des heures et des heures dans des cachots, vos mères vont pleurer, tout le monde va être triste à cause de vos choix, donc faites quelque chose de positif de votre vie. Et la preuve, il a réussi, puisque tu feras quelque chose de beau de ta vie. Il a fait de vous quelqu'un de bien. Exactement. Après, je sais pas si je suis quelqu'un de bien ou... mais en tout cas, c'était les compliments, Sofiane. Ça a l'air d'être pas mal quand même. C'est un ordre. C'est la sensation que vous nous donnez. Puis Mais vous ça, êtes bien on raconté et vous êtes authentique. On ressent, voilà. Et donc c'est important de le dire. Aude, dans les prisons, on peut avoir besoin, on a parlé de la dignité effectivement des détenus, et il y a des gens qui pensent que les animaux peuvent avoir un rôle à jouer. Oui, je vais vous parler d'une femme en effet qui a eu cette idée originale pour réhumaniser le milieu carcéral, c'est faire appel à la médiation animale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y avait parfois des rats qui venaient... Certains détenus arrivaient à apprivoiser des rats. Ah oui. Et, en faisant des animaux de compagnie. Voilà, absolument. Ou des ramiers aussi, les nourrir. Oui. Pour avoir... Et vous aviez la sensation que ça avait un effet sur eux ? Je crois que ceux qui n'avaient pas la chance d'être père, c'était une manière de partager quelque chose avec un être. Une responsabilité, exactement. Avec un être, absolument. Et c'est ce que pense Patricia Arnoux, dont je vais vous parler. Luc va nous montrer une petite photo. Elle a 42 ans et elle a toujours été passionnée à la fois par les autres. Elle a fait des études de psychologie et pendant ses études de psycho, elle a découvert qu'il y avait une approche de cette discipline qui permettait d'associer ces deux passions, donc qui s'appelle la médiation animale, c'est-à-dire utiliser des animaux pour soigner, pour réparer en quelque sorte les hommes. Elle est partie au Québec. Elle a eu une idée géniale. Elle est revenue avec cette idée et avec Sunny, ce Golden Retriever. Elle a monté son association qui s'appelle Évidence et elle est allée voir la directrice de la maison d'arrêt de Strasbourg et elle lui a dit « J'ai une idée géniale. On va utiliser des animaux pour redonner une dignité aux détenus. » Cette femme a dit banco, encore une femme. Et ça va, oui. On est un peu féministe. Et on va voir quelques images. Depuis, elle y va très régulièrement à la maison d'arrêt de Strasbourg, plusieurs fois par semaine, avec Sunny, avec ses animaux. Et on voit comment ça se passe. Et on va voir comment ça se passe. C'est parti, tu viens avec nous. La particularité de cet établissement, c'est que les animaux peuvent vivre à demeure depuis maintenant 4 ans. C'est des salles où ils sont présents, où ils vivent 24 heures sur 24. Je m'occupe des petits oiseaux. C'est un petit boulot d'ailleurs. C'est d'ailleurs un petit boulot. Changer les cages, pour nettoyer les plantes, pour mettre de l'eau, faut changer le journal, faut mettre du sable, faut leur donner à manger. C'est important, c'est bien, c'est important, ça fait passer le temps un petit peu, ça vous fait sortir de la cellule. Moi, je suis le premier étonné parce qu'on a des exemples vraiment concrets de personnes qui ont vraiment fait de gros progrès dans leur comportement, des progrès qui ont réussi à travailler sur les faits pour lesquels ils ont été incarcérés grâce à la médiation animale, ce qu'ils n'auraient pas pu faire par ailleurs avec un suivi plus classique qui serait le suivi d'un psychologue ou des entretiens avec des personnels de l'administration pénitentiaire. La particularité de ces animaux, c'est qu'ils ont tous été recueillis parce que soit abandonnés, maltraités ou blessés à l'extérieur. Et l'idée, c'est que des personnes qui s'en occupent leur redonnent goût à la vie et confiance en l'être humain. Donc il y a une double reconstruction des deux êtres vivants, voilà, mutuellement.
double reconstruction et le directeur de prison est honnête. Il dit « Je suis le premier étonné ». Vous, François, vous n'êtes pas étonné? Alors, je trouve ça très très bien. Et elle a tout compris. Donc je pense qu'il faut encourager ça en France, partout et dans d'autres prisons, parce que effectivement, ça permet de construire un lien de respect de la vie déjà. Et C'est vrai, ça. c'est pour moi le plus important. Et ça permet aux autres de se réconcilier avec l'autre. Et je vous disais tout à l'heure, le détenu ne doit pas se radicaliser dans la haine, mais surtout s'ouvrir aux autres et s'amender et sortir de prison avec des acquis en se disant je veux revenir dans la vie, mais positivement. Et donc les animaux restent dans la prison? Alors, les animaux qu'on vient de voir, oui, parce qu'elle intervient de différentes manières. Il y a ces animaux, les petits animaux, donc voilà, on a vu des lapins, des tourterelles, des hamsters, tout type d'animaux, des furets aussi, qui restent. Donc, il y a 3 salles qui sont dédiées dans la prison, qui sont des endroits où on laisse les cages et où les prisonniers vraiment sont responsables des animaux. C'est eux qui les nourrissent, c'est eux qui sont responsables de ces petits êtres. Et puis, elle fait aussi des groupes, des séances de groupe, où là, donc elle est avec Sonny, et maintenant avec Evie, la remplaçante, et avec des petits animaux aussi, où c'est un moment où les détenus peuvent les caresser, ça leur fait En fait, c'est des personnes qui sont souvent très isolées, mais qui osent parler avec les animaux, qui osent aller vers eux. Donc c'est une manière de resociabiliser ces hommes. Du coup, ça baisse, et c'est ce que dit... Maintenant, c'est un directeur, effectivement, qu'on a vu dans le reportage. C'est ce qu'il dit très bien. Il dit que ça fait baisser le niveau général de stress dans l'enceinte de la prison. Parce que ça apaise aussi les surveillants. Parce que ça apaise les surveillants indirectement, parce que ça apaise les détenus. Et puis, ça leur permet de communiquer davantage. Alors, ça a l'air tellement simple, évident. C'est-à-dire que là, on a quand même le témoignage de quelqu'un qui l'a vécu, le témoignage du directeur. Enfin, on peut le comprendre d'ailleurs. Hein. Et est-ce qu'elle a rencontré des obstacles? Alors, à la base, oui, elle a rencontré plein d'obstacles parce qu'elle fait ça depuis 9 ans. À l'époque, on ne parlait pas du tout de médiation animale ou de zoothérapie, à part très très loin au Québec. Donc, évidemment, les gens avaient peur, les gens étaient sceptiques, pensaient que ça n'allait rien changer. Et puis, elle a entendu des gens lui dire, mais attends, pourquoi ces hommes ne méritent pas de passer des bons moments comme ça avec des animaux? Voilà, ils ont fauté et donc ils n'ont pas le droit à avoir ce genre de bons moments. Et elle dit, c'est bien pour eux, mais c'est bien pour la société en général. C'est l'argument qu'il faut rappeler tout le temps. Et voilà, là, en faisant ça, on aide ces hommes à préparer leur vie future, à se responsabiliser. Et donc ça, c'est... Leur vie future parmi nous, c'est ça qu'il faut rappeler. Voilà. Exactement. Alors, cette initiative, donc cette femme a surmonté des obstacles. Elle a dépassé des montagnes pour que ça existe. Et elle s'est accrochée, et elle a même d'ailleurs réussi, elle intervient maintenant dans un autre centre pénitentiaire à Réau, en Seine-et-Marne. D'autres prisons maintenant font appel à d'autres associations, donc ça commence à se démocratiser petit à petit. Et je voulais quand même vous dire que Patricia, elle intervient auprès des détenus, mais plus globalement, la médiation animale, c'est aussi pour les enfants autistes, pour les malades d'Alzheimer. Voilà, donc c'est une approche. Un reportage il y a quelques temps avec les lamas dans des maisons pour des maisons de retraite. Donc la médiation animale, ça a vraiment ça mérite d'être de plus en plus popularisée en France. Et je précise qu'elle a obtenu le prix Solidarité version féminin européen l'année dernière et qu'elle le mérite bien. Donc voilà, on lui tire notre chapeau. Voilà, version féminin qui est notre partenaire. Merci beaucoup. Merci les camarades. Merci François de nous avoir rejoints de manière impromptue. Oui. Merci beaucoup Pascal pour le décryptage. Et puis merci Antoine. Comment vous sentez? Soulagé un peu. En tout cas, vous rappellerez qu'à 18 ans, vous qui vous voyez comme quelqu'un de timide, vous avez raconté votre histoire. C'est quelque chose de très particulier. Et merci de nous avoir fait comprendre ce qui se passe dans la tête de ces 300 000 enfants dont les parents, en France, en Belgique, dont les parents sont incarcérés. Donc merci de nous avoir raconté ça de l'intérieur. Merci beaucoup. Sofiane, comment vous sentez? Ça va. Bon, merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. J'espère que vous vous sentez compris. Vous étiez un enfant, vous avez vécu cette relation fusionnelle avec ce père si particulier, une vie si particulière, et ça fait de vous quelqu'un d'unique aujourd'hui. Et donc, on est nombreux ici, je crois, à croire en vous. Merci. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très très bientôt sur France 2. Après avoir longtemps résisté, les invités que nous recevrons demain ont fini par écouter leur cœur. Aujourd'hui, ils partagent le quotidien d'une femme qui pourrait presque être leur mère. Oui, mais meeting cougar, vous l'appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça du bonheur. Chantal et Jérémy se sont rencontrés en jouant en ligne sur Internet. Malgré leurs 20 ans d'écart, le couple est uni comme au premier jour. Pourtant, ils ont souffert des regards blessants.
À Bruxelles, on se tenait la main et 2 jeunes filles qui nous ont pointé du doigt en rigolant. C'est très dur. C'est une sorte de jalousie du bonheur, en fait. Ça leur plaît pas. Florence a rencontré Cédric d'une manière insolite, puisqu'elle était la nounou de son meilleur ami. Cette mère de famille se souvient encore du soir où les deux amoureux ont laissé éclater leurs sentiments. À l'anniversaire de Jérémy, on danse et là, voilà, on s'embrasse. Il y a une personne qui a vu et qui est allée chercher tout le monde. Tout le monde. C'est gênant, mais moi j'avais une certaine fierté. J'ai ma Florence. C'est à une soirée que notre seconde Florence est tombée sous le charme d'un jeune Cubain de 16 ans, son cadet. Très vite, un mariage est envisagé, mais à l'approche de la date, Florence hésite. Beaucoup de gens avaient peur qu'il se marie pour les papiers. J'ai passé des nuits blanches à y réfléchir. Même si je lui faisais confiance, j'avais quand même une certaine réserve. C'était un coup de poker.